accueillons Solveig Randan. Donc Solveig travaille à la faculté des sciences sociales de l'université de Duisburg-Essen en Allemagne et elle en est la secrétaire générale et c'est l'ancienne doyenne de l'enseignement et des apprentissages de cette université. Voilà, et donc elle va nous parler un petit peu des dispositifs qualité dans les universités allemandes. Solveig, je crois que je t'ai vu passer tout à l'heure. Oui, merci. Oui, tu es là. Bonjour Solveig. Merci. Oui, bonjour et merci beaucoup encore une fois Thierry pour l'invitation à cette réunion. Oui, ça me fait beaucoup de plaisir que nous avons la possibilité de nous échangeons un peu de notre système qualité en ce moment-là de la perspective d'une faculté allemande. Alors, j'ai préparé aussi une petite présentation. Alors, je peux le partager. Très bien. Alors, peut-être au début, pour vous donner une idée de quelle université je suis. Je viens de l'université de Duisburg-Essen. Nous disons c'est situé en plein cœur d'Europe, non? Alors, c'est dans l'ouest d'Allemagne, près de Cologne et Düsseldorf, pour vous donner une petite idée de la géographie. J'espère que vous pouvez comprendre mon français. Il me manque la pratique, mais j'espère que ça marche. Il est parfait, sinon, ton français. Il est parfait. Bon, et quelques petits chiffres de notre université. En fait, c'est une fusion de deux universités, de l'université Duisburg et Essen. Maintenant, oui, ça fait déjà presque 18 ans. C'était en 2003 que ces deux universités sont fusionnées. Alors, nous avons deux campus qui sont environ à 20 km, c'est à Duisburg et Essen. C'est pas loin, alors on peut, ça marche de changer entre les deux campus quand même, bien sûr, dans la vie quotidienne à l'université. Quelquefois, c'est aussi un défi de se organiser. Alors, nous avons 11 facultés de la médecine, sur les sciences de l'ingénieur, la biologie, physique, chimie, mathématiques, de l'économie, éducation, sciences humaines et aussi une faculté de sciences sociales. Alors, ça, c'est la faculté où moi, je travaille aussi. De plus, nous avons, peut-être ce n'est pas le mot correct en français, mais il s'appelle Point Foucault interdisciplinaire de la recherche. Alors, ce sont des unités entre les scientifiques pour faire de la recherche et les académiques viennent des facultés et des autres unités scientifiques de l'université. Et bon, dépendant du sujet, ils travaillent ensemble dans ces points focaux centrales, c'est-à-dire. Oui, et encore quelques chiffres. Alors, nous avons environ 43 000 étudiants, environ 500 professeurs et 3 800 scientifiques. Il y a plus ou moins 1 500 employés administratifs. Et nous avons environ 200
67 programmes bachelor et master qui compris déjà la formation d'éducation. Et ce qui est très important aussi, en ce moment-là, nous avons environ 2000 académiques qui font un doctorat. Bon, alors maintenant, parlons du système de la qualité. Alors, au début, j'aimerais bien vous donner une petite vue d'ensemble sur le système d'accréditation en Allemagne. C'est très court, ce vue d'ensemble. On peut voir peut-être après, pendant la discussion, on peut parler sur plus de détails, si vous voulez. Alors, nous avons deux possibilités pour faire une accréditation. C'est l'accréditation des programmes d'études et une accréditation du système. Et il y a une autre procédure, j'ai le dénominé procédure alternative. C'est une possibilité pour les universités qui veulent essayer des processus innovatifs qui ne peuvent pas être accrédités par les procédures normales des programmes d'études ou du système parce qu'ils sont très innovatifs et créatifs et alors on doit trouver de nouveaux démarches d'assurance qualité. Et alors, en Allemagne, ils ont dit, bon, il y a une possibilité dans laquelle on peut considérer cette possibilité. Bien sûr, les universités doivent toujours considérer les critères d'accréditation, c'est normal, mais ça donne un peu plus de flexibilité pour pouvoir aussi aller des nouveaux chemins, c'est-à-dire. Et la procédure de l'accréditation, bon, alors je pense que c'est pareil comme en France. Alors, premièrement, au début, il y a une évaluation. La faculté ou l'université, ils doivent écrire un rapport sur le programme ou le système. Et après, il y a une visite des pairs externes qui évaluent le système ou le programme dépendant. Et alors, sur la base du rapport de la faculté et leurs observations, ils doivent écrire un rapport d'accréditation. Bien sûr, et ils doivent considérer les normes et les critères d'accréditation définis par le conseil d'accréditation. Et alors, ce rapport est envoyé au conseil d'accréditation. C'est une commission indépendante. Et là, ce conseil, il prend la décision sur l'accréditation. Alors, ça, c'est la démarche. Bon, alors, ce que nous faisons à notre université, c'est l'accréditation des systèmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'établissement d'enseignement supérieur a un propre système interne d'assurance qualité qui est accrédité selon les critères du conseil d'accréditation. Je parle maintenant des critères du conseil d'accréditation, mais en fait, ce sont les mêmes critères comme au niveau européen. Alors, finalement, les critères
européens sont traduits dans les règlements d'Allemagne et comme ça, notre point de référence, c'est ce conseil d'accréditation. Et deuxième point, alors les universités ont, s'ils ont un propre système interne d'assurance qualité, alors ils ont aussi le droit de contrôler la qualité d'enseignement et d'apprentissage soi-même. Ça veut dire nous pouvons évaluer nous-mêmes nos programmes d'études. Nous ne devons pas faire encore une fois une accréditation externe, mais nous avons le droit de le faire nous-mêmes dans notre université. Dans cette démarche, il participe beaucoup de personnes et surtout, bien sûr, les différents représentants de la faculté ou de l'université qui participent, les étudiants internes mais aussi externes, les experts scientifiques externes qui doivent faire la évaluation et aussi des représentants de la pratique professionnelle. Alors finalement, c'est pareil à l'accréditation externe, seulement que nous mettons le système dans notre propre système de l'université. Oui, quelles sont les bases de notre système d'assurance qualité? Bon, nous avons des stratégies et des règlements et on peut aussi dire qu'il y a ces stratégies et les règlements sont basés sur une politique de la qualité qui explique qu'il y a une relation équilibrée entre les responsabilités centralisées et décentralisées. Alors, chez nous, l'autonomie des facultés et des unités scientifiques est très, très importante parce qu'on dit, et je m'imagine que c'est peut-être pareil chez vous aussi, que là où les responsabilités doivent être là où la qualité est réellement produite. Alors, si le programme est organisé à la faculté, bien sûr, c'est la faculté qui peut expliquer mieux comment, ce qui va bien ou pas trop bien. Alors là, on doit bien considérer les différentes responsabilités et les directives de développement sont générées au niveau central et leur mise en œuvre est alimentée par les incitations et des accords internes. Alors, c'est toujours comment dire, une balance entre les différents niveaux de l'université. Alors, c'est comme ça que nous avons aussi développé ces stratégies et les règlements, la stratégie de l'enseignement et de l'apprentissage et aussi la stratégie pour la digitalisation de l'enseignement et de l'apprentissage. C'était un développement dans lequel toute l'université pouvait participer. Alors, il y avait différentes tables rondes de travail
où nous avons discuté, OK, qu'est-ce que sont les différents objectifs? Nous avons discuté les différentes perspectives, les perspectives des enseignants, des étudiants, de l'université en général, mais aussi les facultés. Comme ça, nous avons essayé de développer ces stratégies et recevoir une base qui serait acceptée par tous les membres de l'université. Et bien sûr, nous avons besoin des règlements. Alors, nous avons un règlement de la qualité et un manuel de la gestion de la qualité où il est défini plus en détail tous les différents processus à considérer. Oui, j'ai déjà dit, nous avons un système qui inclut tous les différentes parties prenantes. Alors, comme j'ai dit, les facultés et les établissements scientifiques centraux, ils sont très, très importants pour assurer la qualité dans l'université. Et bien sûr, en plus, il y a différentes parties du rectorat qui en participent. Ça veut dire la vice-rectrice d'enseignement et d'apprentissage, mais aussi le vice-recteur de planning et ressources universitaires. De plus, nous avons un département de planning universitaire et un centre d'assurance qualité. Ces deux unités accompagnent les processus d'assurance qualité dans notre université. Et il y a encore un centre d'éducation qui doivent être considérés concernant les programmes d'études sur l'éducation. Oui, alors, le système d'assurance, maintenant, vous voyez une image très, très pleine d'informations. C'est en anglais, je n'ai pas eu une image en français, mais peut-être vous pouvez comprendre les mots comme ça aussi. Alors, je vais expliquer finalement notre système d'assurance qualité est organisé par trois différentes outils. À gauche, vous pouvez voir l'assurance qualité d'enseignement et d'apprentissage. Alors là, nous faisons l'assurance qualité des programmes chaque 6 années. Et de plus, pendant chaque année, on doit aussi faire une petite révision d'assurance qualité au niveau global de la faculté. Comment est-ce qu'on fait ça? On doit écrire un rapport et on fait une conférence qualité. Cette conférence qualité, ils sont obligés. Et comme faculté, nous sommes aussi responsables pour l'ordre du jour. Qu'est-ce qu'on fait pendant ces conférences d'assurance qualité? Alors, nous discutons d'un côté si nous sommes encore d'accord avec les critères d'accréditation, mais normalement, nous cherchons aussi un sujet que nous aimerions bien développer dans l'enseignement et d'apprentissage, ou si la conférence d'assurance qualité se réfère au programme, il y a peut-être aussi quelque chose qu'on aimerait bien développer et discuter. Et alors,
toute la faculté est invitée à cette conférence. Quelquefois, nous invitons aussi des pairs externes pour recevoir des idées externes aussi. Et nous discutons avec tout le monde, aussi les étudiants, bien sûr, très important, participent dans ces conférences. Et comme ça, ça c'est la base pour le rapport que nous écrivons après, le rapport d'évaluation. Et oui, je vais rentrer encore une fois à cette image. Alors, le rapport et aussi les données, bien sûr, qu'on doit considérer quand on écrit le rapport. Ça fait une partie de notre système d'assurance qualité. Une autre partie, vous pouvez voir à droite, c'est l'évaluation institutionnelle. Nous faisons ça chaque 6 années. Chaque unité de l'université est évaluée au niveau organisationnel. Alors là, on ne évalue pas seulement l'enseignement et l'apprentissage, mais aussi la recherche et l'organisation, les services, etc. Alors, c'est le niveau institutionnel. Et là aussi, on doit, bon, comme base, nous recevons aussi des données, des statistiques, etc. Et on fait aussi quelque chose comme une conférence qualité où nous invitons des pairs externes. Et comme ça, là aussi, bon, nous devons écrire un rapport et aussi les pairs externes doivent écrire un rapport. Et ça, c'est la base pour après faire un autre suivi. Oui, et le troisième outil dans notre système, ce sont les accords de performance avec le rectorat. Alors, chaque unité, chaque faculté a une réunion avec le rectorat chaque 3 années. Et nous avons un tableau. Bon, nous devons écrire un rapport développement de la faculté, mais aussi on considère encore une fois des données, comme c'est écrit ici sur l'image en bas. Et nous discutons dans cette réunion le développement de la faculté, les objectifs pour les prochaines années, et c'est écrit dans un tableau pour chaque domaine. Alors, concernant l'enseignement, concernant la recherche et aussi des objectifs, par exemple, de la diversité ou de gender ou de l'organisation en général. Alors, il y a différents objectifs de développement général et pour chaque objectif, on doit définir des objectifs de développement. Et la chose qui est importante pour nous comme faculté aussi, nous recevons un petit budget du rectorat avec lequel on peut prolonger, prolonger, j'espère que je ne sais pas. Oui, prolonger, c'est bon. Quelques activités. Peut-être nous avons des idées que nous aimerions bien réaliser ou faire, mais normalement, nous n'avons pas assez de moyens. Alors là, on reçoit un petit budget pour
oui, comme un incentive pour faire quelque chose. Oui, bon, ça, j'ai déjà expliqué ce processus. Oui, je pense que ça, comme ça, j'espère que je pouvais bien expliquer ces différents outils du système. Sinon, je propose que vous demandez encore une fois des questions et peut-être je peux expliquer après encore une fois un peu plus détaillé. Alors, j'aimerais bien terminer la présentation ici. Oui. Merci Solveig pour cette belle présentation. On a une question qui est sur la notion de rectorat. Quand tu nous parles de rectorat en Allemagne, est-ce que c'est l'équivalent du rectorat en France? Sachant qu'en France, tu as un rectorat qui est chancelier des universités, tu as un recteur qui est chancelier des universités et qui gère aussi la partie éducation nationale, donc lycée, collège, etc. Et tu as un président d'université qui gère l'université. En Allemagne, il me semble que le rectorat, c'est le président de l'université, hein, c'est ça? Oui, en Allemagne, en fait, nous avons le rectorat, c'est le terminus global pour tout le personnel au rectorat. Alors, nous avons un président ou un recteur qui est responsable pour tous les qui est responsable pour tout, mais surtout la partie académique. Et de plus, nous avons un chancelier qui est responsable pour la partie administrative, alors le budget et le personnel. Et de plus, dans ce rectorat, il y a le président alors le recteur lui-même, mais aussi il y a des vice-recteurs qui reçoivent la responsabilité pour certains domaines. Alors, nous avons une vice-rectrice d'assurance, d'enseignement et d'apprentissage. Nous avons un vice-président du planning universitaire et nous avons une vice-rectrice de la recherche et une vice-rectrice de l'internationalisation et la diversité. Alors, en fait, ce sont 5 personnes qui sont là dans le rectorat. Oui, donc je crois que la question en fait renvoyait au positionnement de l'établissement par rapport au ministère, en fait, que ce soit dans le Land ou au niveau fédéral en Allemagne. En France, le recteur, c'est le représentant du ministre dans l'académie. Donc, c'est un positionnement qui est tout à fait différent. Si j'ai bien compris, votre recteur est plus l'équivalent d'un président d'université que d'une autorité administrative. Oui. Il y a une autre question. Est-ce que comment vous impactez comment vous intégrez les ESG ou des standards européens dans vos processus d'évaluation périodique? Oui, alors nous avons un catalogue des critères. De ces critères, bon, ce sont les ESG et comme j'ai dit, ils sont traduits dans les critères de notre conseil d'assurance qualité, dans le conseil d'accréditation. Et là, alors nous avons une liste avec ces critères
et nous devons considérer ces critères dans notre processus d'assurance qualité aussi. Et finalement, dans les conférences qualité que j'ai présentées, dans la réalité, la faculté est très libre comment elle fait ça. Mais après, quand nous avons comme le système ou le programme dépendant est révisé par le département de planning, ils doivent vérifier si la faculté vraiment réalise les critères d'accréditation. Alors, peut-être elle peut comprendre ça sur la base des documents que dans le rapport et tout ça, où nous devons décrire notre système d'assurance qualité. Et sinon, ils peuvent demander encore une fois dans une table ronde, une réunion entre ce département central, le rectorat et la faculté. Alors là, il y a encore une fois une possibilité où nous pouvons expliquer les choses aussi, mais normalement, tout ce que nous faisons, nous devons l'expliquer aussi dans le rapport. Et bien sûr, les choses comme si nous référons aux critères comme les modules ou la capacité de pouvoir étudier les programmes, tout ça, on doit voir ça dans les règlements, les descriptions des modules, etc., etc. Ça doit être aussi publié sur les pages, sur les pages web de la faculté. Je vous sens très autonome en fait au sein de l'université. Est-ce qu'il y a une interface, une relation avec l'Agence allemande d'évaluation? Vous pouvez répéter avec quelle agence? Il y a différentes agences d'évaluation. Est-ce que, alors, je vais faire preuve de mon incompétence. Les méchantes langues diront comme d'habitude. Est-ce que vous avez des agences inscrites à ECAR, une ou des agences inscrites à ECAR? Est-ce qu'elles ont un rôle d'incitation ou d'accompagnement ou de contrôle de votre dispositif? En fait, ça a changé pendant les dernières années parce que les règlements nationaux ont changé un peu. Alors maintenant, les agences d'évaluation ou d'accréditation, comme nous disons en Allemagne, ils accompagnent ces processus d'accréditation, mais ils n'ont pas le droit de définir ou de décider si une université ou un programme peut être accrédité, mais ils accompagnent seulement les processus pour le conseil d'assurance qualité. Alors, nous, par exemple, maintenant, notre université est dans le processus de la réaccréditation du système.
Alors, nous devons chercher une agence d'évaluation qui nous accompagne. Et cette agence, il organise tout le processus et la recherche des pairs externes et l'organisation du rapport des experts externes, etc., etc. Et il envoie aussi ce rapport des experts externes au conseil d'accréditation. Alors, comme ça, on essaie de recevoir un accompagnement indépendant, c'est-à-dire, et oui, mais ils ne sont, nous disons que les agences qui accompagnent ces processus, ils ne peuvent pas prendre les décisions sur l'accréditation. Alors, c'est une autre responsabilité. Et alors là, c'est le conseil d'accréditation qui finalement donne le saut sur l'accréditation ou pas. Ça dépend. Merci. Donc, pour répondre à une question, j'ai vu dans les transparents que vous avez différentes temporalités d'évaluation. Il y en a qui sont annuelles, puis toutes les 3 ans, puis tous les 6 ans. Oui, en fait, c'était une discussion très, très intensive à notre université parce que la question était comment intégrer deux différentes idées finalement contradictoires. Nous voulons développer la qualité, mais si nous mélangeons ça avec des objectifs stratégiques comme les accords de performance avec le rectorat, on doit questionner si le processus d'assurance qualité se réfère vraiment sur le développement de la qualité ou si les unités ou les facultés considèrent ces processus seulement comme un processus stratégique. Alors, je ne sais pas si je peux m'expliquer bien, mais pour nous, c'est très important de trouver des chemins oui, d'ouvrir la possibilité de vraiment développer la qualité. Mais bien sûr, si le recteur est situé à la table, on change la perspective et on parle d'autre chose peut-être. C'est pas sur le développement au premier rang, mais on discute sur la stratégie. Et c'est pourquoi les résultats de l'assurance, des processus d'assurance qualité sont considérés dans les accords de performance seulement tous les 6 années. Non? Alors, il y a une phase où la faculté peut se développer soi-même. Et ce n'est pas parti dans les accords de performance. Alors comme ça, bon, ce n'est pas vraiment, finalement, ça dépend des situations. Bien sûr, si on veut, on peut toujours considérer le moment stratégique, mais on essaie de trouver des espaces libres où la faculté vraiment peut oui, mettre le point focus sur le propre développement d'une manière autonome. Oui. Ok, merci. Peut-être encore une petite dernière question. Il y en a deux. Deux petites dernières questions ou une question double, comme vous voulez.
d'une part, quelle est la place des étudiants dans votre dispositif? Et d'autre part, qu'est-ce que ça représente comme moyen que vous investissez dans cette démarche au niveau de l'établissement en personnel? Quels sont est-ce qu'il y a des personnels dédiés spécifiquement? Est-ce que c'est diffus? Oui. Bon, alors les étudiants, ils participent toujours dans tous les processus d'assurance qualité. Ils sont aussi partis dans les différentes commissions qui existent dans la faculté, mais aussi dans l'université, et surtout en ce qui concerne l'assurance qualité. Nous sommes aussi obligés, c'est pas seulement un vœu, mais nous sommes aussi obligés de les considérer dans tous les processus. Et à mon avis, en fait, c'est un avantage parce que on peut les demander, ils ont beaucoup des idées sur comment bien développer les programmes. Et les discussions deviennent vraiment intéressantes s'ils participent. Dans la réalité, beaucoup de fois, c'est difficile parce que bien sûr, pour les étudiants, c'est pas la première chose qu'ils veulent faire. Ils veulent étudier et il y a d'autres choses. Et alors, il n'y a pas assez d'étudiants qui s'engagent sur ce sujet. Dans ma faculté, en ce moment-là, nous avons quelques étudiants très, très actifs. Quelquefois, c'est aussi un peu... Bon, nous avons des discussions très, très vivantes avec eux, mais à mon avis, c'est bien. Peut-être c'est un peu énervant, c'est pas le mot correct, mais vous savez ce que vous pouvez peut-être comprendre ce que je veux dire, mais c'est important de considérer leur voix parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait? L'enseignement et l'apprentissage, c'est pour eux. Alors, c'est bien si nous dites ce qu'ils ont besoin. Nous faisons beaucoup des évaluations. Finalement, c'est plus direct si nous pouvons communiquer avec eux comme ça. Alors, c'est bien de le considérer, oui, même que ce n'est pas trop facile quelquefois. Deuxième question. Oui, en fait, ça, quelles sont les personnes ou quels sont les moyens, les ressources pour l'assurance qualité? Je voudrais dire que c'est aussi un processus de beaucoup des années que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Il y a comme j'ai dit au début, il y a une cellule d'assurance qualité qui accompagne tous ces processus. Et dans les facultés, il y a d'un côté, il y a les doyennes d'apprentissage et d'enseignement. Par exemple, moi aussi, dans les facultés, finalement, c'est le même, la structure est pareille comme avec le rectorat. Là, nous avons aussi une doyenne et de plus, un doyen d'apprentissage et d'enseignement et un doyen de la recherche. Et alors, le doyen d'apprentissage et d'enseignement a la responsabilité pour tout que seront
se rendre place concernant l'enseignement. De plus, dans les instituts, il y a de la faculté, il y a des coordinateurs des programmes qui peuvent, qui accompagnent la démarche aussi. Alors, normalement, il n'y a pas une personne qui est quelqu'un comme responsable d'assurance qualité. Oui, mais il y a d'autres personnes qui ont, où l'assurance qualité est partie de leur tâche. Alors, ce sont des coordinateurs de programmes ou, par exemple, moi aussi, comme secrétaire général, j'accompagne les programmes. C'est aussi la raison pour laquelle j'étais doyenne de l'enseignement dans les dernières 4 années aussi, parce que nous avons dit, bon, c'est une bonne, on peut peut-être bien mélanger les deux choses et peut-être faciliter l'organisation un peu. Bon, il y avait moi j'ai dit finalement c'est une bonne idée, mais dans la réalité, c'est aussi beaucoup pour une personne. Alors, quelquefois, c'est bien en ce moment-là que c'est les doyens, on est élu pour ce travail. Alors, c'est bien qu'il y a des élections pour changer. Renouveler, oui. Renouveler. Merci, merci beaucoup Solveig pour cette intervention. Juste pour vous dire que dans le chat, je vous ai mis le lien sur 5 ouvrages, en fait, 5 guides qu'a écrit Solveig dans le cadre aussi de ses missions à l'international. Et Solveig, non seulement est une brillante secrétaire générale d'université, mais elle travaille énormément sur des projets internationaux. Et du coup, avec un collègue, ils ont écrit 5 guides sur la conception de systèmes de gestion de qualité efficaces, les procédures pour l'assurance qualité, l'assurance qualité de l'enseignement d'apprentissage, la gestion de l'information, la gestion de la qualité en lien avec la gestion de l'enseignement supérieur. Et ces guides ont été traduits en anglais et en français. Donc, je vous ai mis le lien sur un site qui s'appelle trainIQA.org qui vous permettra d'aller les consulter et les téléchargements sont à disposition, en fait. Voilà. Donc, merci beaucoup, Solveig, pour ton intervention. Ton français est très, très bon, comme d'habitude. Merci, Thierry. Peut-être pour ajouter encore une fois un point sur ces brochures de TrainIQA. En fait, il fait déjà 6 ans que nous avons écrit ces ouvrages. Alors peut-être on doit dire qu'aujourd'hui, il serait bien s'ils ont encore une fois révisé parce que le monde se change, non? Mais quand même, il y a certaines choses dans ces ouvrages qui sont, c'est aussi intéressant. Quelque chose ne se change pas si vite. Oui, alors ils sont encore actuels. Il y a effectivement des éléments qui sont soumis à révision, mais les trames, les ossatures en fait qui sont proposées sont vraiment intéressantes et celles-là, elles sont. En fait, ce sont des guides. Nous avons écrit ça surtout pour des établissements qui commencent à établir des systèmes d'assurance qualité. Et ce que nous voulons faire, c'est donner un guide très, très pratique. Bon, alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit considérer si on veut établir des structures
de la qualité dans un établissement d'enseignement supérieur.